Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour notre troisième grand entretien dans le cadre du club Lyon Décideur, ingénieur de formation, passé par Rhône Poulain qui est Porsche Industrie avant d'être dirigeant d'entreprise, juge au tribunal de commerce depuis 10 ans. Il en est le président depuis le 24 janvier dernier et ce pour 4 ans. Thierry Gardon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'occasion d'évoquer avec vous donc les priorités de votre mandat, de mieux connaître et comprendre comment fonctionne le tribunal de commerce de Lyon. On sait que la juridiction consulaire a souvent fait l'objet de critiques et d'interrogations sur son mode de fonctionnement. Forcément, on va évoquer aussi les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie. À Lyon, certaines entreprises sont-elles d'ores et déjà fortement fragilisées? Avez-vous un message à leur faire passer aujourd'hui? Pour vous interroger avec moi, Vincent Longchamp. Bonjour Vincent. Bonjour. Rédacteur en chef donc, de Lyon Décideur, qui vous pose la première question. Et la première question un peu rituelle, quelle est votre définition d'un décideur ? La définition d'un décideur, je ne m'attendais pas à cette question. Alors, non, alors après, c'est ma vision et qui est, je dirais, qui est peut-être aussi celle que j'ai mis en œuvre dans le cadre du tribunal. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui rassemble des idées, c'est quelqu'un qui est capable de les synthétiser et c'est quelqu'un qui est capable ensuite de les mettre en pratique. Donc c'est avant tout pour moi une capacité à travailler en équipe et ensuite de mettre en place, je dirais, les décisions qui ont émergé d'un groupe. Mais c'est ma définition. Alors, vous évoquez souvent aussi vos origines modestes, votre combat pour vous imposer. Vous voulez que j'en parle un peu de ça ? Oui, oui, bien sûr. Bon, alors écoutez, c'est toujours très difficile parce que je considère, moi, que la mission qui est la mienne aussi en tant que président du tribunal de commerce, c'est surtout pas de parler de moi. Ma personne n'a pas un grand intérêt. Alors après, effectivement, je peux concevoir qu'on puisse penser que les orientations que je vais donner sont liées effectivement à mon passé. Je le conçois tout à fait. Ceci étant, c'est surtout une mission, et une mission qui est définie aussi par les textes. Donc on est quand même très encadré lorsqu'on est président d'un tribunal d'une juridiction consulaire. Heureusement d'ailleurs. Donc mon parcours, effectivement, moi je suis originaire de la Loire, donc déjà pour accéder au tribunal de commerce de Lyon il y a quelques années, ça aurait été un handicap. Heureusement ça l'est plus, donc il y a un peu de tolérance, je dirais, dans ce cadre consulaire. Je suis né dans la Loire, j'ai fait mes études à Saint-Chamond. Ensuite, j'ai fait une prépa au lycée Claude Foriel à Saint-Étienne. Donc j'ai fait maths sup, maths spé. Je suis ingénieur diplômé de l'école des hautes études industrielles à Lille. J'ai fait derrière un DESS, je suis revenu à Lyon à l'Institut d'administration d'entreprise et j'ai intégré naturellement un groupe, comme j'avais une formation chimiste, un groupe qui était le groupe Rhône Poulain, qui était un groupe très important à l'époque dans le domaine de la chimie, des polymères, etc. J'y suis resté 13 ans et je suis arrivé à une époque où le monde était en train de basculer et notamment les pays de l'Est qui s'ouvraient. C'était donc dans les années 80, j'ai commencé comme ingénieur de recherche. Donc de la recherche sur les polymères, polyamides, polyester, c'était le nylon et le tergal, si vous vous souvenez, à cette époque-là. Quand on descendait sur Marseille, on voyait rhodiacéta, enfin c'était Rhône Poulain à l'époque, tergal, nylon, pour ceux qui se souviennent. Donc je travaillais moi plus sur le polyamide. Donc ça a été une période extrêmement intéressante et les pays de l'Est se sont ouverts, donc tous les actifs étaient à vendre à l'époque dans ces pays. Donc le groupe naturellement rachetait des sites industriels. Comme j'avais vous avez fait beaucoup d'audits industriels. Ouais, j'avais une double formation donc d'ingénieur et aussi donc dans la finance. Donc du coup, je suis allé effectivement plusieurs fois et enfin de nombreuses fois dans les pays de l'Est et ensuite en Chine à partir de 92, puisque c'est à cette date où on a commencé à monter des joint ventures. Alors pas toutes avec beaucoup de réussite, parce que c'était l'époque encore où en Chine on faisait une joint venture, on avait 49% et les Chinois gardaient 51%. Donc c'était un petit peu touchy pour arriver à gérer ça. Donc ça a été un parcours. Ensuite j'ai retrouvé le groupe Porsche, puisqu'il y a eu des joint ventures qui se sont réalisés entre Rhône Poulain et le groupe Fiat dans ces domaines qui ont fait que le management me correspondait plus. J'ai rejoint à la demande de Robert Porcher, qui a été pour moi un grand décideur et un grand chef d'entreprise, qui m'avait séduit à l'époque par son approche
Et donc je l'ai rejoint, je me suis occupé de la division tissus techniques, je suis resté 2 ans. C'était un management qui m'a beaucoup appris, qui m'a aussi beaucoup perturbé parce qu'on avait un management familial, je n'étais pas très habitué en venant d'un groupe. Et ensuite, j'ai repris une entreprise dans le Nord, en Picardie exactement, avec à l'époque 250 salariés, qui était un gros transformateur de fils pour le groupe Rhône-Poulenc, qui avait une usine basée à Arras. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre après ces expériences dans des grands groupes? Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'étincelle de dire bah, allez, moi aussi j'ai envie d'être dirigeant à mon tour et de piloter une entreprise? Non, je pense que c'est plus, comment dirais-je, une volonté de servir ou avec des convictions et que je voulais mettre en pratique, que j'essayais de développer. Donc c'est pas une volonté d'avoir un groupe, de gagner de l'argent. C'était surtout de mettre en pratique des convictions qui étaient miennes. En me plantant d'ailleurs, hein, je me souviens donc dans cette entreprise que j'avais reprise, moi, vous savez à l'époque, j'avais fait un MBA à l'INSEAD. On parlait avec Crozier, Dupuis, enfin tous les grands en psychosociologie des organisations. Je suis rentré à un moment dans cette entreprise que j'avais repris où il n'y avait pas de catégorie socio-professionnelle à l'époque, c'était un management très archaïque, mise en place des 35 heures, janvier 2001. Je me suis chopé une grève en novembre 2001. Parce que je dirais finalement toute la théorie que j'ai appris en pratique, elle n'était pas si simple que ça à mettre en œuvre. Donc c'est ces convictions qui m'ont intéressé, et puis c'est surtout, je dirais, le fait d'entreprendre aussi. Le fait d'entreprendre et puis l'humain. L'humain dans l'entreprise. Et oui, d'entreprendre, mais pas que d'entreprendre. C'est-à-dire de donner du sens, je dirais, à un engagement. Et je pense que l'entreprise a été pour moi, et vous faisiez référence parce qu'on en a parlé, Jean-Pierre, plusieurs fois, à mon passé. J'étais très heureux dans ma vie, j'ai fait mes études, tout s'est très bien passé, je ne manquais de rien à la maison. Mais par contre, pour moi, l'entreprise a été un ascenseur social. Je ne serais pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'entreprise. Et je veux dire, cet ascenseur social, il a très bien fonctionné dans les années 80-90. Je suis un élève de l'école publique, je suis allé dans un collège qui était un collège public, et tout s'est très bien passé. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus difficile? J'ai ce sentiment. Alors peut-être que c'est avec l'âge aujourd'hui que, vous savez, on voit toujours avec l'âge les choses un petit peu différentes. On dit c'était mieux avant, etc. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, ça serait plus compliqué. Et puis les études sont... Pour quelle raison? Les études sont aussi beaucoup plus chères. C'est-à-dire que le coût des scolarités dans des écoles de management, par exemple, aujourd'hui, sont très élevés. Donc, je veux dire, et faire une école d'ingénieur, si vous voulez, en 80, moi je suis sorti en 85 avec un diplôme d'ingénieur, ça signifiait quelque chose. Vous rentriez dans un groupe comme Rhône-Poulenc en étant ingénieur, vous aviez effectivement une position, un statut. Aujourd'hui, vous rentrez avec un diplôme d'ingénieur, ça suffit plus. Il faut avoir un MBA derrière, il faut avoir consolidé ses études avec d'autres formations. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement important. Et vous savez, moi, je suis allé plusieurs fois pour des passages de diplômes ou des jurys, etc. Je vois aujourd'hui le salaire moyen d'un jeune ingénieur qui sort aujourd'hui en 2020. Quand je le compare à ce que je gagnais quand je suis rentré dans le groupe Rhône-Poulenc, je veux dire, c'est pas très enthousiasmant. Alors, et à cette époque déjà, vous aviez l'envie d'entreprendre, ou c'était quelque chose qui était totalement étranger à vous, ou c'est quand même une notion qui était dans un coin de votre tête où vous vous avez dit j'aimerais bien... Non, pas du tout. Alors là, au risque de vous décevoir, parce que vous allez essayer de me faire dire que j'étais un vrai entrepreneur dans l'âme et que je suis né, que c'était dans mon ADN. Non, c'est la question. Non, c'est une question. Non, alors c'est une question. Non, pas du tout. Je veux dire, j'ai entrepris chez Rhône-Poulenc. Je pense que c'est une autre approche. C'est-à-dire que dans le groupe Rhône-Poulenc, à partir du moment où on voulait entreprendre, moi j'étais ingénieur. Donc ingénieur, on crée. Et c'était ma première vocation. Moi, quand j'étais dans ce groupe-là, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Par contre, j'avais pas un souci de carrière. C'est-à-dire que mon job, c'était pas, si vous voulez, d'aller à Courbevoie, qui était le siège du groupe, et de passer du 24e, enfin j'exagère, où je crois qu'il y avait 12 étages, c'était à la Tour du Crédit Lyonnais, où il y en avait un peu plus, et de me balader dans les étages ou fréquenter les ascenseurs. Moi, j'aimais être sur le terrain, j'aimais faire mon métier, etc. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans cette logique-là, ça doit être ça, entreprendre, à mon avis. Non ? Un mot rapidement sur, parce que le temps tourne très vite, sur élevage et patrimoine. Cette entreprise, alors, élevage c'est quoi ? C'est votre passion pour les animaux d'élevage et puis
introduit quelque part aussi la gestion de patrimoine d'une certaine façon. Ouais, indirectement. En fait, si vous voulez, rappelez-nous le concept. Ouais, le concept. Voilà. En fait, Élevage et Patrimoine Gestel, d'une société, donc j'ai cédé en début 2019 quand j'ai su, j'avais un peu anticipé l'élection sans présager ou sans être trop présomptueux, mais j'avais racheté cette entreprise en 2014 quand j'ai cédé mon groupe en 2007, j'avais un besoin de revenir à mes origines. Mes origines, c'était des origines rurales. Je me sens bien, et j'y suis tous les week-ends, je me sens bien dans un environnement rural, à la campagne, et puis pouvoir m'isoler. Et j'adorais cette agriculture qui, à mon avis, est un peu délaissée dans la société actuelle. Et donc, la première idée, si vous voulez, je voyais des animaux qui partaient toutes les semaines depuis Loud, un petit aéroport à côté du Puy, qui partaient en Italie ou en Espagne pour être élevés, engraissés et revenir chez nous pour alimenter nos boucheries. Et je me suis dit, ça serait peut-être intelligent de financer le BFR de ces éleveurs, etc. Donc je suis parti un petit peu là-dessus, en partageant ensuite le résultat. J'ai essayé de développer, j'ai été en contact avec cette société Élevage et Patrimoine, qui a été créée dans les années 70 avec Gestel, et qui faisait de la location de cheptels bovins laitiers. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu un crédit bailleur dans le domaine de l'agriculture, donc qui disposait à l'époque de 30 000 animaux sur tout le territoire national, gérait à peu près 45 millions d'euros. Donc Élevage et Patrimoine était la société qui contrôlait la société Gestel, qui était la régie technique, et c'était sur un fondement qui était assez sympa, dont on était certainement les seuls à faire usage, c'était le bail à cheptel, article 1830 du Code civil, improprement appelé bail à cheptel, donc, qui date depuis la création du Code civil, 1804. Et donc, c'était assez sympathique. Je pensais que c'était un moyen pour aider l'agriculture aussi, pour financer l'agriculture. Voilà, donc c'était une boîte qui était, alors, pour l'anecdote, qui s'était créée dans les années 70 à l'initiative d'un Lyonnais dans la plaine de l'Ain, à Beaulieu-Vernay, qui avait déjà 800 vaches à l'époque et qui a été la première société à faire venir en Europe la race Holstein, les noires et blanches, celles que vous voyez dans les prés, pour en faire une prime Holstein. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise et de la restructurer d'un point de vue juridique, fiscal et social. Et on en arrive donc au tribunal de commerce. Donc, ça fait 10 ans maintenant que vous êtes d'abord juge au tribunal de commerce et désormais président. C'était quoi l'engagement, l'idée de départ de cet engagement au tribunal de commerce? Qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser la porte du tribunal et de vous impliquer? Alors d'abord, j'avais du temps à l'époque, c'est-à-dire que j'avais cédé, je suis arrivé en 2010 au tribunal, donc j'avais cédé moi mon groupe textile qui s'était développé en 2007. Juste avant, le 27 février 2007, j'ai signé, je crois que c'est ce jour-là où BNP a suspendu la cotation d'une SICAV, je crois que la bourse avait décroché de 2,7% ou 3,7%, je ne sais plus en tête, et donc ce qui montrait le début de la crise des subprimes. Et donc j'avais cédé, j'avais un peu de temps. Je trouvais que c'était bien aussi de rendre à l'entreprise ce qu'elle m'avait apporté. Alors il n'y a pas non plus qu'une volonté d'un dévouement à outrance, mais je pense que c'est dans un cadre institutionnel, intellectuellement intéressant. Le travail du juge, c'est un vrai engagement, il y a un vrai travail derrière, il y a une vraie production et un vrai enrichissement. Donc j'y suis allé, mais à l'époque, presque un peu pour voir. Hein. Sur ces 10 ans, qu'est-ce qui vous a, avant d'être président, enfin, on va y revenir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce que vous avez fait? Alors, je vais dire quelque chose qui n'est pas très politiquement correct en tant que président, mais je le dis quand même. Je veux dire, le tribunal de commerce de Lyon, c'est 70% de contentieux général et 30% de droit des entreprises en difficulté. Ce qui m'a passionné, c'est le droit des entreprises en difficulté. Alors je dis, c'est pas très correct ce que je dis, parce qu'effectivement, je représente une institution. Quand je dis ça, heureusement, je suis entouré de gens qui ont énormément de compétences et de dévouement au tribunal et qui m'assistent dans la mission dans sa globalité. Mais c'est bien sûr le droit des entreprises en difficulté que je trouve absolument passionnant. Aussi bien, je dis, dans sa capacité... Parce que ça concerne les hommes, là aussi Parce que ça concerne les hommes, parce que techniquement,
techniquement, c'est pointu, parce que je pense que c'est un des droits que le monde entier peut nous envier, à l'instar d'autres droits. Je pense que c'est un droit extrêmement puissant aussi, qui fait obstacle parfois au droit du travail, enfin au code du travail, etc. C'est quelque chose c'est un droit très réactif, parce qu'une entreprise en difficulté, c'est quelques semaines, voire quelques mois pour la redresser et prendre des décisions. Et ça, c'est passionnant, parce qu'on est vraiment dans l'action. Et justement, donc, cette décision de devenir président du tribunal de commerce, c'était quoi? C'était un besoin de reconnaissance, une volonté d'exercer le pouvoir? Qu'est-ce qui a fait naître en vous on a tous certainement un peu un besoin de reconnaissance, et puis moi le premier. Mais en fait, c'est pas ce qui était à l'origine en fait de cette candidature. On s'est mis il y a 1 an et demi, oui, ça passe 2 ans maintenant, avec 2 collègues à se dire finalement comment on pourrait imaginer cette juridiction, parce que fatalement, quand vous êtes dans une institution, il y a des choses qui vous conviennent, d'autres choses qui vous conviennent moins, etc. Et on s'est mis à travailler, mais de façon très libre. Alors ensuite, ce petit groupe s'est élargi, et puis plus on se rapprochait, je dirais, de la date des élections, plus notre projet prenait forme. Et moi, c'était un peu j'avais dit initialement, quand on m'a dit pourquoi tu te présentes pas, je dis mais j'y vais si j'ai un projet, si me présenter moi pour être président du tribunal de commerce, j'ai d'autres sources de plaisir et d'occupation dans la vie, mais il faut que j'ai un projet, il faut que derrière ce projet j'ai des hommes qui adhèrent à ce projet, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc à un moment on m'a dit écoutez, ça serait bien que tu portes le projet, donc j'y suis allé. Alors comment est-ce que vous concevez le rôle justement du président du tribunal de commerce dans la vie de la cité? Alors dans la vie de la cité, d'abord il faut voir que le code de commerce il date de 1807, et le livre 7 le titre 7 du livre 6 qui parle du président du tribunal, en fait il consacre tous les pouvoirs au président du tribunal. C'est-à-dire un tribunal de commerce à Lyon, c'est 69 juges, mais c'est un président. Et les autres, ils agissent que par délégation du président. Alors quelque part, moi, ça me heurte un petit peu, parce que, alors, on m'a dit, mais surtout au début, quand je suis présenté, n'oublie pas, tu es président du tribunal de commerce, et le tribunal de commerce, c'est son président. Bon, ok. Je trouve ça personnifié. Oui, mais c'est parce que c'est le code qui veut ça, et puis c'est son antériorité. Mais je pense que justement, là aussi, on peut faire un peu bouger les codes, entre guillemets. C'est-à-dire, je pense que si on a un projet, ensuite ça ne change rien, effectivement il y a un président qui décidera, et en dernière somme, mais je pense qu'à partir du moment où on peut s'enrichir, je dirais, d'un débat interne dans le tribunal, et puis je veux dire, la décision elle y gagnera en qualité. C'est ce que je voulais dire en introduction tout à l'heure. Et donc vous l'avez rappelé, donc vous avez été dans votre vie entrepreneuriale confronté à des mouvements sociaux, vous avez aussi dû mettre en place des plans de licenciement, vous l'aviez dit, reçu des coups de fil de banquiers. Vous avez eu besoin de passer par ces expériences-là pour être président du tribunal de commerce, d'avoir connu les difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs? Alors là encore, je vais être très direct, quitte à me faire des... Mais je pense qu'effectivement, on comprend l'entreprise que lorsqu'on a été entrepreneur soi-même. Et par contre, un tribunal, c'est un ensemble de personnes qui apportent chacun une contribution en fonction d'une expérience. Et on a, dans certains cas, bien évidemment, des salariés d'entreprise aussi. Des juridictions comme Paris sont plus peut-être en proportion composée de juges salariés, cadres supérieurs de grands groupes, qu'à Lyon. À Lyon, je dirais, on doit avoir un certain équilibre entre des salariés et des chefs d'entreprise. Mais réellement, pour comprendre ce que ressent et les difficultés que peut avoir un chef d'entreprise qui vient devant vous pour déposer le bilan, c'est-à-dire dire quelque part je laisse à d'autres la gestion de mon entreprise. Je pense qu'il faut avoir été soi-même chef d'entreprise. Quand on parle de la date de cessation des paiements aujourd'hui, il faut se déclarer en cessation des paiements dans les 45 jours. Faute de quoi, ça peut être sanctionnable. On a tous, pour tous les chefs d'entreprise savent que c'est jamais si simple que ça, et que on attend le soir. Moi, ça m'est arrivé dans l'entreprise que j'avais dans le Nord, de rester à mon bureau à l'époque où il n'y avait pas les SMS et les LinkedIn ou les trucs comme ça. Je restais dans mon bureau en attendant le fax, en me disant je vais peut-être recevoir une commande à 22h. C'était
c'est improbable, mais par contre, il y a cette angoisse, il y a ce souci permanent. Et justement, alors au-delà du dépôt de bilan, les dirigeants dans l'entreprise va jusqu'à la liquidation et liquider, évoquent fréquemment une procédure déshumanisée, extrêmement violente. Vous en avez conscience aussi c'est très violent pour... C'est extrêmement violent. Alors, ce qui est extrêmement violent, c'est souvent parce que on vient très tard devant le tribunal. Et quand on vient très tard devant le tribunal, eh bien, malheureusement, en chambre du conseil, on a trois audiences par semaine. De 8h30 à 10h, on va avoir des assignations, voire des déclarations de cessation des paiements. Et ça va durer... Par dossier, ça peut durer 3-4 minutes. Vous imaginez quand on fait basculer en fait une entreprise, un dirigeant de tout à rien. C'est-à-dire, je sors de la salle du conseil, je n'existe plus, je suis dessaisi de mes fonctions de dirigeant d'entreprise. Et il y a le président d'audience qui va vous dire, depuis le jugement, il est applicable depuis ce matin 0h, c'est-à-dire, monsieur, vous n'ouvrez plus, vous ne touchez plus à rien, etc. C'est le mandataire judiciaire qui va s'occuper de tout. C'est extrêmement violent, bien évidemment. Par contre, cette phase liquidative, c'est une phase qui est la phase ultime des procédures judiciaires. Il faut voir qu'aujourd'hui, moi, je reçois tous les jours des gens qui viennent, qui ne sont pas en cessation des paiements, qui viennent dans le cadre de solliciter l'ouverture, se mettre sous la protection du tribunal, solliciter un mandat ad hoc, une conciliation. Aujourd'hui, on sauve dans les procédures amiables, 80% des entreprises qui rentrent sont sauvées. Alors, quand on attend cette phase judiciaire, bien évidemment, on a la sauvegarde, on a le redressement judiciaire, mais ça reste des procédures traumatisantes, qui le sont moins pour la sauvegarde et le redressement judiciaire, et qui nous permettent malgré tout aussi de trouver des solutions, dans un cadre aujourd'hui un peu plus humanisé que ce que ça a pu être dans le passé. Justement, c'est possible d'être plus humanisé, ce que vous disiez? Oui, c'est possible, bien sûr. Je suis une question d'homme. Je veux dire, un administrateur judiciaire, à partir du moment où je veux dire, il met en exergue ses valeurs humaines avant de ses valeurs techniques. Je pense que oui, ça pose pas de difficulté. Et en 10 ans, est-ce que vous avez vu évoluer justement le tribunal de commerce vis-à-vis des entreprises dans sa pratique, Oui, bien sûr, indéniablement. J'ai vu évoluer le tribunal de commerce. J'ai vu évoluer aussi les professionnels de l'insolvabilité, c'est-à-dire administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires. L'approche n'est plus du tout la même que ce qu'on pouvait connaître. On voit vraiment une évolution à ce titre-là. Et puis les tribunaux de commerce évoluent parce que, je veux dire, on a aussi pris conscience, je dirais, des travers qu'on nous a parfois reprochés. Je veux dire, c'est pas un secret. Pendant des années, depuis Montebourg, Montaldo, etc., dans les années 90, on parlait des tribunaux de commerce et les 40 voleurs. Je crois que c'était le titre du bouquin de Montaldo. Il y a effectivement dans la culture générale autour des tribunaux de commerce une suspicion d'un groupe de notables qui organisent entre eux, je dirais, les difficultés, voire l'insolvabilité des entreprises. Je pense qu'on est largement dépassé ce stade-là. Ça a peut-être, et ça a certainement existé. Est-ce qu'il y a quand même des administrateurs judiciaires ou des liquidateurs qui sont favorisés par rapport à d'autres? Certains gros dossiers vont toujours chez certains administrateurs judiciaires. C'est la question que j'ai toutes les semaines quand, tout au moins que je pressens ou que souhaitent me poser tous les administrateurs et mandataires judiciaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits des désignations qui ont été faites par le tribunal dans la semaine. Ils auraient toujours préféré en avoir encore plus. Je pense qu'à Lyon, on a un ordre. On a 4 belles études d'administrateurs judiciaires, 4 belles études de mandataires judiciaires. On a eu des changements importants ces dernières années. On a eu aussi des événements regrettables. Vous les connaissez, qui se sont déroulés en 2018. On va en parler. On va peut-être en parler. Mais ça nous a permis aussi de renouveler nos mandataires judiciaires, c'est-à-dire qu'on a eu l'arrivée ces dernières années de 2 mandataires judiciaires, 2 jeunes mandataires judiciaires de très grande qualité et qui apportent, je dirais, de la technique à notre juridiction. Au niveau des administrateurs judiciaires aussi, il y a des évolutions qui sont en train de se réaliser. Moi, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance à Lyon. Et je ne dis pas parce que j'assure la présidence de cette juridiction, mais on a beaucoup de chance à Lyon de cet environnement aussi bien mandataire, administrateur, commissaire-priseur, qu'il ne faut pas oublier dans les procédures judiciaires,
Et puis, simplement, des avocats qui nous entourent. On a des grands professionnels de l'insolvabilité à Lyon. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs, parce qu'on a tout près de chez nous. Et donc vous avez référence donc à l'affaire Reverdy, donc du nom de ce mandataire judiciaire qui est soupçonné d'avoir détourné 10 millions d'euros au cours de son activité et dont le procès va se tenir prochainement. Voilà, ça résume un petit peu le manque de transparence, d'opacité qui peut peser sur le tribunal. Et puis aussi, c'est aussi, même si ce n'est pas directement interne au tribunal de commerce, quelque chose qui impacte sur l'image qu'a le tribunal. Alors bien évidemment, je ne commenterai pas cette affaire puisqu'il y a une instruction qui est en cours ou qui est en train de se dérouler. Mais bien évidemment, ça impacte tous ces événements-là. Il n'y a pas eu que celui-ci, il y en a eu d'autres sur le territoire national parce que dans toutes les professions, on a des gens qui se comportent mal. C'est la nature humaine, comme ça. Alors essayez d'encadrer, vous avez perdu vos documents, essayez d'encadrer le plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, on en est tous conscients. Je pense qu'au niveau du tribunal, nous, on peut aussi prendre un certain nombre de précautions élémentaires, mais la profession aussi s'autorégule. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est absolument regrettable. Et moi, je regrette parce que, bon, le procès... Et que ça ne soit pas vu pendant 10 ans, c'est ça qui... C'est ce qui peut surprendre. En gros, c'était des chèques qui étaient faits pour le Trésor public et les URSSAF et qui étaient encaissés par... C'est ce que j'ai cru comprendre. A priori. C'est ce que j'ai cru comprendre. 10 millions d'euros. C'est fou quand on y réfléchit. Ça l'est, oui. Ça l'est. Mais voilà, je crois qu'il faut maintenant, il va falloir en tirer les leçons. Il va falloir que nous aussi, on soit encore plus vigilants avec les peu de moyens qu'on a, parce que je rappelle que nos juges sont bénévoles, qu'on a des juges taxateurs qui contrôlent les taxes. C'est pas quelque chose, on n'a pas forcément non plus les outils qui sont nécessaires pour aller de là. Puis on a en face de nous qui sont des professionnels qui ont donc naturellement, je dirais, il y a aussi une confiance à une profession. Quand vous allez chez un notaire, vous n'imaginez pas qu'il ne va pas déposer au bureau des hypothèques l'acte que vous venez de signer. Vous n'allez pas contrôler qu'il... Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont difficiles à comprendre. Moi, ce qui m'ennuie le plus dans cette affaire, c'est qu'elle va vraisemblablement, au cours de l'année, revenir sur le devant de la scène, parce qu'effectivement, vous le soulignez, il y aura un procès et des décisions qui seront prises. Et là, bien évidemment, c'est encore l'image de notre juridiction qui va être écornée, indirectement. Et puis aussi, ce qui était assez symptomatique, c'est qu'on a vu notamment votre élection, où vous avez été attaqué sur le fait que votre compagne et votre fils travaillent dans des cabinets d'affaires parfois en lien avec le tribunal de commerce, et que ça a fait peser sur votre élection un possible conflit d'intérêts. Absolument. Absolument. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce que je réponds à ça, écoutez, d'abord que je suis très heureux d'avoir un fils qui est dans un cabinet d'avocats de qualité et j'ai une compagne effectivement aussi qui est dans le droit des affaires. Ceci étant, je crois qu'il faut pas tout confondre. Le tribunal de commerce, la source de conflit d'intérêts, c'est avant tout des intérêts économiques. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est le juge-commissaire qui va avoir à faire une cession d'actifs isolés et puis qui éventuellement... c'est-à-dire, quand vous liquidez une entreprise, il va y avoir des actifs. Ces actifs vont devoir être vendus, soit par une vente judiciaire, soit par une vente de gré à gré, par exemple. Et c'est une ordonnance du juge-commissaire qui va décider à qui vont être cédés ces actifs. Effectivement, à ce moment-là, il convient d'être prudent, il convient et c'est à ce moment-là que se situe le conflit d'intérêts. Après, si vous voulez gérer des aspects de relations avec des avocats, etc., tous les juges du tribunal de commerce ont des relations avec des avocats, ont des avocats dans leurs affaires qui sont des amis, qui sont et avec lesquels ils entretiennent une relation aussi d'intérêt. Donc on est tous confrontés à cette situation. Après, il y a une règle toute simple, c'est de se déporter, et c'est valable pour le président comme pour l'ensemble des juges. Aujourd'hui, moi j'ai insisté, alors c'est pas du tout d'ailleurs en prenant du fait de ma situation que je suis allé dans cet axe-là, on a mis en place un collège de déontologie. C'était sur les recommandations et de la chancellerie. On a mis un collège de déontologie, ce qui me permet aussi, moi, quand je constate des difficultés
au sein de notre juridiction, de les évoquer, de saisir mon collège de déontologie, d'avoir un avis de mon collège de déontologie qui n'est pas uniquement l'avis du président. Et puis, quand il y a une difficulté qui concerne le président, le collège de déontologie est saisi et c'est monsieur le premier président de la cour d'appel qui décide. Vous dites difficulté, mais c'est quand il y a des doutes de conflit d'intérêts. Mais des doutes, parce que vous avez tous vos juges, on vous demande si vous voulez d'être un acteur de la vie économique. C'est ça un juge consulaire. C'est un acteur de la vie économique qui consacre une partie de son temps à la justice consulaire. Vous ne pouvez pas être un acteur de la vie économique et ne pas y participer activement. Je veux dire, n'importe lequel de mes juges ont un avocat, un expert comptable, un commissaire aux comptes, etc. Ce commissaire aux comptes, il va y avoir des dossiers qui vont venir devant ce juge dans lesquels ce commissaire aux comptes intervient. Donc, cette difficulté, elle est quotidienne pour nous. Quand vous avez une entreprise en difficulté, elle a des clients, des fournisseurs. Ces clients et ces fournisseurs, ils ont fatalement des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes. Ça peut être à un moment votre expert comptable ou votre commissaire aux comptes, puisque vous êtes vous-même un acteur de la vie économique. Donc, simplement, alors après, on peut stigmatiser, effectivement, mon fils accompagne, pourquoi pas. Ou le fait que vous êtes forcément, de par votre position de président, le premier au courant Bien sûr. de futures procédures collectives. Non, donc, non, parce que si vous voulez, après... c'est là que la question se pose. Oui, je comprends bien. Mais si vous voulez, le président, il agit par délégation, comme je le disais tout à l'heure, par délégation, soit délégation permanente, soit des délégations supplétives. La difficulté, si vous voulez, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne le monde judiciaire. Donc, je rends une ordonnance pour dire que l'ensemble des dossiers qui concerneront tel et tel cabinet d'avocats seront directement affectés au vice-président. Voilà, ça c'est une ordonnance permanente rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon qui dit qu'à partir du moment où il y a un dossier qui vient de tel cabinet, etc. Par contre, c'est mon rôle aussi de faire en sorte qu'il en soit de même pour l'ensemble de mes juges. Donc, et ça, c'est aussi très important en termes de déontologie. Donc, ça veut dire de sensibiliser l'ensemble des juges de la nature du conflit d'intérêts qui peut être effectivement mis en avant. Donc voilà, moi aujourd'hui, si vous voulez, tous les dossiers, pour répondre très clairement à votre question, tous les dossiers qui viennent de ces deux cabinets, mais pas que ceux-ci. Pas que ceux-ci. J'ai eu aussi moi-même des avocats dans mes affaires qui n'ont rien à voir avec ces deux cabinets. Donc je ferai de même vis-à-vis de ces cabinets, comme mon vice-président a eu d'autres activités qui font qu'il est lui-même en incompatibilité sur certains dossiers. Et ce collège de déontologie a déjà été saisi ? Il a été saisi une fois, oui, par le président. Pour quel motif ? Et il a rendu son avis. Il a rendu son avis. Donc voilà. Après, c'est des choses qui sont internes et confidentielles. Mais qui concernaient, je dirais, une question d'ordre général, une préoccupation que j'avais sur les bonnes pratiques au niveau de la juridiction, qui ont conforté l'avis que j'avais, mais j'avais besoin, si vous voulez, de partager aussi ce questionnement. Un mot sur un certain nombre d'évolutions, comme la mise en place des tribunaux de commerce spécialisés, dont fait partie le tribunal de commerce de Lyon. Comment ça se passe pour, on va dire, pour les grosses affaires? Est-ce que c'est une bonne évolution de la... Alors, pour préciser, c'est les entreprises donc de plus de 250 salariés ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires qui reviennent à Lyon. C'est ça. Voilà. Alors, en fait, oui, alors, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 134 tribunaux de commerce en France. Il y en a 18 qui ont été consacrés comme des tribunaux de commerce spécialisés. Donc, Lyon en fait partie, avec Grenoble sur la 4e région. Donc, tous les dossiers, effectivement, qui dépassent ces seuils-là, sont déportés par le président de la juridiction saisie vers le tribunal de commerce de Lyon. Alors, ça pose, effectivement, ça a été une volonté du législateur, ça pose aussi des difficultés. C'est-à-dire que les tribunaux qui sont dessaisis de ces affaires-là, eh bien, l'intérêt, je dirais, de la juridiction s'en trouve réduit. Donc, derrière, c'est aussi une difficulté pour ces juridictions dites à faible effectif, de pouvoir recruter. Parce que, il y a un moment, l'intérêt, si vous voulez, de voir tous les beaux dossiers, je dirais les gros dossiers, partir sur des juridictions et d'être dessaisis, c'est pas très motivant pour nos collègues dans ces petites juridictions. Vous le dites vous-même, vous avez été notamment dans le dossier Toupargel, qui a fait l'actualité récemment, et c'est un dossier emblématique pour vous, avec en plus une reprise d'entreprise avec beaucoup de salariés repris, où vous vous sentez utile dans votre rôle de tribunal de commerce.
Ah oui, je pense qu'on a été, effectivement utile dans ce dossier. Après, il y avait 2300 salariés il concernés. il y avait plus de 2300 salariés à l'ouverture. Alors après, si vous voulez évoquer un dossier publiquement, je suis pas dans mon rôle. C'est un exemple, mais voilà, c'est ce dossier-là avec beaucoup de salariés qui donnent le. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était effectivement, plus vous allez monter en taille d'entreprise, c'est-à-dire en nombre de salariés, en chiffre d'affaires, etc. Plus le dossier va être complexe parce que simplement le montage, vous n'allez pas avoir sur une petite entreprise avec 10 salariés, si vous voulez, une assemblée d'obligataires, un comité de créanciers, etc. Donc techniquement, pour le juge commissaire qui est en charge le dossier, d'avoir des dossiers de cette taille-là ou comme celui que vous évoquez, effectivement, on est intellectuellement dans quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Après, c'est compliqué. C'est aussi compliqué. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc forcément, l'environnement autour se complexifie. Alors, il nous reste très peu de temps. Thierry Gardon, on va évoquer bien sûr l'épidémie de coronavirus. Un mot quand même rapidement sur vos priorités, les priorités de votre mandat, toujours plus d'anticipation, de prévention, que les entreprises viennent plus vite vous voir quand il y a des difficultés. Pour la partie, parce qu'on a parlé beaucoup du droit des entreprises en difficulté, ce que je vous disais, c'est 30% de l'activité. Il y a le contentieux général. Contentieux général aussi, on a, je dirais, un objectif qui est d'avoir une justice non seulement bien rendue, mais une justice, si vous voulez, qui soit compréhensible par le justiciable et non pas uniquement par les professionnels du droit. Donc ça veut dire retrouver, je dirais, une fluidité dans la rédaction de nos jugements. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis au niveau du droit des entreprises en difficulté, effectivement, c'est d'arriver à anticiper le plus possible. Anticiper le plus possible de façon à sauver dans des procédures amiables le plus d'entreprises possible. Aussi peut-être, mais ça c'est très personnel, c'est qu'on a une société qui intègre très mal, qui n'a pas de tolérance à l'échec. J'avais souligné ça lors de mon discours de rentrée solennelle, à l'instar de sociétés type anglo-saxonne, où finalement on considère que celui qui n'a jamais échoué n'a pas suffisamment entrepris. En France, on a tendance à stigmatiser l'échec, et donc c'est peut-être d'arriver aussi à dédramatiser cette situation d'échec qui entraîne des travers, si vous voulez, dans le redressement des entreprises et dans le sauvetage des entreprises. Le plan de cession est aussi un excellent moyen de sauver des entreprises. Il y a un moment, l'entrepreneur qui est à la tête de son entreprise, qui l'a développée, n'est peut-être plus adapté, je dirais, au retournement ou au changement de business model, etc. Et ça, c'est pas dans notre culture. Donc on s'accroche jusqu'au bout et on va plus essayer d'aller vers un plan de redressement qui souvent est catastrophique. Allez, on finit avec quelques questions sur le coronavirus. Et puis, d'où la toux. Je vais peut-être m'éloigner un peu. Et la première question, c'est simplement savoir, est-ce que vous avez déjà, vous, des effets au tribunal de commerce sur les secteurs touchés, le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie, le transport. Enfin, est-ce que vous avez déjà au tribunal de commerce un effet coronavirus ? On a aujourd'hui des demandes, alors de l'information qui nous remonte sur des professionnels qui sont de plus en plus sollicités cette semaine notamment, et qui nous disent fatalement on va devoir vous solliciter pour des rendez-vous semaine prochaine pour des ouvertures de procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation notamment, et certainement aussi effectivement des procédures judiciaires pour des entreprises de taille plus faible, voire qui étaient déjà en difficulté et qui vont être précipitées dans des procédures dans les jours qui viennent. Donc moi j'ai déjà des rendez-vous depuis le début de la semaine avec des entreprises qui sont très inquiètes et qui sont en train de chercher des solutions, d'entreprises qui avaient par exemple des sites de production en Chine, et puis effectivement de l'entreprise mais qui n'est pas encore arrivée devant le tribunal, c'est-à-dire entreprises liées à de l'événementiel ou à des manifestations qui auraient pu être annulées. C'est autant si c'était plus une crise économique qu'une crise sanitaire maintenant ?
Moi, l'idée que j'en ai, alors après, bon, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que j'ai simplement les informations qui nous sont communiquées par les services de l'État. C'est vrai qu'on redoute quand même cette crise économique, peut-être de façon plus importante encore que la crise sanitaire. J'ai cru comprendre que ça pouvait durer encore quelques semaines. Et là, pour les entreprises, ça va être extrêmement difficile. Et vous êtes surpris de la rapidité avec laquelle vous avez eu des effets au tribunal de commerce du coronavirus ? Non, je pense que, si vous voulez, les entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans des situations très tendues, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Une autre inquiétude, moi, qui est plus peut-être qui aura un effet retard, c'est qu'on était reparti, je dirais, un peu dans les travers peut-être de ce qu'on avait connu dans les années 2006-2007, avec des valorisations d'entreprises extrêmement élevées, en multiples d'EBITDA qui sont impressionnants. Je pense que cette crise risque de nous amener des entreprises en sauvegarde parce qu'elles ne pourront pas honorer les dettes seniors sur les montants qui ont été engagés. Vous parlez notamment des entreprises qui ont été rachetées sous forme de LBO. Qui ont été rachetées sous forme de LBO, des fonds qui aujourd'hui, parce qu'il y avait énormément de liquidités, il y a toujours énormément de liquidités, des fonds aujourd'hui qui s'engageaient dans des entreprises avec des valorisations très très élevées. Je dirais le moindre incident et voir ce qui est en train de se passer peut être de nature à précipiter ces entreprises en difficulté, notamment pour servir leur dette senior. Très bien. Pour finir, une dernière question. Après le tribunal de commerce, est-ce que vous aurez un autre engagement Normalement, j'aurai 62 ans. J'ai commencé à cotiser relativement tôt. J'aurai mes trimestres. Voilà, je partirai en retraite. Très bien. Merci beaucoup Thierry Gardon d'avoir merci. été notre invité pour ce 3e grand entretien. On se retrouve dans un mois pour le suivant. Ce sera avec Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.